Commencer à l'heure. Je commence à l'heure. Pile poil 10. Donc, bonjour à tous. J'espère qu'il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Annabelle Dietrich. Moi, à la base, je suis ingénieure dans l'automobile. Et suite à une relocalisation de mon entreprise, j'ai repris les études. Je me suis mis au coaching, à la formation. Voilà, c'était il y a 11 ans maintenant. J'ai fait une école qui s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées à Paris. Donc c'est pourquoi mon dada, c'est les neurosciences. Je trouve que ça aide alors en formation, en coaching, les managers. Alors j'ai pas que des managers, mais c'est vrai que j'ai quand même plus de managers. Et donc, ça va vous aider, parce que là, je ne sais pas si vous êtes tous managers, mais ça va vous aider, ou même collaborateurs, hein, pour dire à votre manager ce qu'il doit faire. Mais ça va vous aider, en fait, à trouver des clés, à prendre du recul. Donc, l'idée, évidemment, c'est en ce moment hein, l'entreprise en transition avec tout ce qui nous arrive. Hein. Covid et autres. Mais les neurosciences, c'est vraiment en général. Hein. Là, je vais vous l'appliquer au management, mais vous allez voir que vous avez plein de notions qui sont pour la vie de tous les jours également. Alors, pour ceux qui voudront, parce que je vous ai mis aussi une bibliographie à la fin, pour ceux qui voudront les slides, vous pouvez me laisser les cartes de visite et puis demain, je gère tranquillement et je vous envoie les slides si ça vous intéresse. Alors, normalement, il y a un petit bouton magique que j'ai pas essayé. Ah bah si, c'est fantastique. Donc, alors déjà, il faut savoir que donc, le manager, hein, il compte pour 70% hein, dans la motivation du salarié. Donc, c'est quand même un rôle qui est important. Alors, l'entreprise, évidemment, avec la marque employeur, tout ça, voilà, c'est très important aussi. Mais bon, là, l'idée, hein, c'est vraiment d'essayer d'être un meilleur manager. Alors, tout d'abord, je veux vous parler. Alors, il y a quelques slides sur vraiment les neurosciences. Hein, c'est-à-dire vraiment le côté cerveau, etc., hein, pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Et puis après, vous aurez des slides plus génériques. Donc déjà, pour vous expliquer que d'un point de vue neuronal, on n'est pas fait pour changer. Ça va nécessiter beaucoup d'énergie, donc on n'est vraiment pas fait pour changer. Donc vous voyez ce petit dessin qui est assez connu. Alors, ça y est, parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il consomme à peu près 20% de notre énergie. Alors en glucose et en oxygène principalement, alors qu'il représente un tout petit, pas beaucoup au niveau du poids du corps. Et ce travail, en fait, le cerveau a deux types de travail. Il a un travail qu'on appelle adaptatif et un travail qu'on appelle automatique. Donc le travail adaptatif, c'est fait par notre partie du cerveau qui s'appelle le cortex. Je vous présenterai un tout petit peu après, plus en détail pour que vous compreniez mieux. Mais en gros, le travail adaptatif, c'est le travail du cerveau qui fonctionne, où ça demande beaucoup d'énergie, donc avec le cortex. Et donc là, ça représente, alors c'est à peu près, hein, tout ce que je vais vous donner en chiffres, c'est à peu près 1% de ce qu'on fait est fait par le cerveau adaptatif parce que ça consomme beaucoup d'énergie, et à peu près 99% de ce qu'on fait est fait en mode automatique, donc qui consomme un peu d'énergie mais beaucoup moins. Et donc ça, c'est géré par le cerveau limbique. Je vais vous montrer plus en détail. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que 99% de ce qu'on fait, donc géré par le cerveau automatique, parce que c'est vraiment la loi du moindre effort. Hein. C'est vraiment le cerveau, il essaie de toujours mettre tout en automatique pour qu'il n'y ait pas de problème derrière d'énergie, que vous puissiez faire autre chose que utiliser votre cerveau pour réfléchir. Aussi, utiliser son corps, ça peut servir. Alors un petit peu plus en détail, de façon très schématique, hein, on a trois parties dans le cerveau. Vous avez d'abord le cerveau reptilien, je reviendrai sur la fin pour tout ce qui est gestion du stress, parce que pour un manager c'est important, et pour tout le monde c'est important d'ailleurs. Donc vous avez le cerveau reptilien au centre, avec tout ce qui est gestion du stress. Vous avez autour le cerveau limbique. Donc le cerveau limbique, c'est le cerveau qui gère les automatismes, et c'est aussi le cerveau qui gère les émotions, alors positives ou négatives. Et vous avez autour le cortex, donc la partie du réseau, entre guillemets, qui résonne, donc la partie adaptative. Et je vais vous donner... Alors évidemment, il y a des connexions hein, entre le reptilien, le limbique, le cortex. Quand vous êtes stressé, c'est le reptilien qui prend la main. Quand vous êtes dans les émotions, c'est le limbique. Et quand vous réfléchissez sur un dossier super compliqué, c'est le cortex. Et donc, pour vous donner un petit exemple, pour comprendre comment ça fonctionne,
La première fois que vous avez conduit, donc vous n'aviez pas d'automatisme, hein, donc voilà, vous regardiez partout, le rétro, passer les vitesses, les pédales. Donc en général, on ne conduit pas très longtemps parce que c'est très fatigant la première fois qu'on prend le volant. Et puis petit à petit, vous commencez à prendre des automatismes, alors bons ou mauvais, hein, mais vous prenez des automatismes. Et je ne sais pas vous, mais moi, il y a parfois des chemins que je prends tous les jours. Et au bout de 5 minutes, je me dis, ah tiens, je suis déjà là. Enfin, bon, mon cerveau automatique a pris 100% de mes ressources parce que je pensais à autre chose, parce que, je sais pas, peut-être j'écoutais quelqu'un qui était à côté de moi, etc. Donc voilà, pour vous dire que tout ce qui est tout ce que vous apprenez passe d'abord en mode cortex et après passe en automatique pour diminuer l'énergie, donc diminuer la consommation d'énergie nécessaire pour que vous puissiez rouler plus de 30 minutes par exemple, parce que sinon voilà, on ne pourrait jamais faire un long trajet. Donc c'est pour ça, donc c'est une bonne chose hein, d'avoir un cerveau automatique. Le problème, c'est quand vous avez pris des mauvais automatismes, il faut donc repasser par le cortex pour réapprendre, et ça prend une énergie considérable. Donc quand on veut changer, il faut vraiment que ça soit motivant. Je vous expliquerai tout à l'heure que vous voulez mettre en place un changement en tant que manager dans l'entreprise. Donc, comment conduire le changement? Alors là, je vais vous donner quelques clés. Alors, je voulais d'abord juste vous montrer cette photo pour vous montrer que, voilà, normalement, on arrive tous à la lire, cette phrase, alors que normalement, on ne devrait pas. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau, il est neuroplastique. Donc ça veut dire... Il est neuroplastique. Donc ça veut dire que, effectivement, c'est difficile de changer, de repasser par notre cortex, mais c'est possible. Alors on dit qu'il faut à peu près 21 jours pour changer, parce qu'en fait, au niveau du cerveau, vous avez ce qu'on appelle des sillons neuronaux, c'est-à-dire vous avez un stimulus, il se passe quelque chose, comme tout à l'heure par rapport au slide de tout à l'heure, vous voyez un chat. Et vous allez avoir toute une série de réponses. Donc vous allez avoir plein de neurones, hein, de façon schématique, qui vont s'allumer, hein, des dizaines de milliers de neurones qui vont s'allumer, et ça va donner un comportement. Et donc il y a un neurone qui va donner un stimulus, alors chimique et électrique, hein, je ne rentre pas dans le détail, à un neurone 2, qui va donner un stimulus au neurone 3, etc. Et donc tout ça, ça va s'allumer. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un sillon neuronal, donc une réponse. Et il faut savoir que chaque neurone peut communiquer avec 10 000 autres neurones, alors qu'il va en choisir qu'un seul. Donc vous imaginez, la neuroplasticité, c'est un choix, mais des milliards de choix que chaque neurone peut avoir quand vous avez une réponse. Donc c'est pour ça qu'à chaque stimulus, vous n'avez jamais le même comportement. Hein, il y a des gens ici, ils voient un chat, tout de suite ils mettent la main pour le caresser. Moi j'ai une amie, elle voit un chat, elle crie, elle monte sur une chaise. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de comportements différents du fait que le cerveau il soit neuroplastique et qu'on choisit chacun une façon de répondre à un stimulus. Et vous en avez des dizaines de milliers par jour, des stimulus visuels, sensoriels, quelqu'un qui vous parle. Enfin voilà, on fait. Heureusement, on a beaucoup d'automatismes parce qu'à chaque fois, s'il fallait réfléchir à qu'est-ce que je fais là, bon, ça serait très compliqué. Donc, mais alors l'idée là, c'est pour vous montrer. Donc la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est neuroplastique et qu'il faut à peu près 21 jours pour créer un nouveau sillon neuronal ou pour en enlever un. C'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle par exemple Arrêtez de râler en 21 jours. Ça veut dire que si vous râlez par exemple 100 fois par jour, il faut passer à 90, 80, 50, 0. Et si vous tenez 21 jours, plus jamais vous allez le faire. Donc ça prend plutôt 3 mois, quoi. 3-4 mois en général. Hein. Si vous voulez mettre un changement en place, on va dire, qui n'est pas juste, je ne sais pas, apprendre une nouvelle fonction d'Excel, hein, ça va prendre, si c'est une question comportementale, ça prend entre 3 et 6 mois. Enfin, moi, quand j'ai les gens en individuel, en coaching, le fait de changer, alors ça peut être... je ne sais pas, la prise de parole en public, au hasard. Ça peut être prendre confiance en soi, ça peut être apprendre à gérer ses émotions, enfin voilà, apprendre à gérer son temps, où derrière, il y a plein de problèmes de comportement qui font que voilà, on procrastine, etc. Et donc, on ne gère pas bien son temps. Donc, en général, voilà, entre 3 mois et 6 mois, on change un comportement et qui, après, est valable toujours. Pardon. Et alors, le cerveau, il est bien fait parce qu'en fait, ce qui n'est pas utilisé va être ce qu'on appelle élagué, hein, comme dans le jardinage.
C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas des sillons neuronaux, comme ce n'est pas utilisé, pour pas dépenser d'énergie pour rien, ça part. Pardon. Et donc le fait est que, juste une petite remarque, donc tout ce que vous n'utilisez plus en sillons neuronaux, donc toutes vos connaissances que vous n'utilisez plus, vous allez les perdre petit à petit, sauf ce qui a été engrangé d'un point de vue kinesthésique, comme par exemple le vélo. Même si vous ne faites pas de vélo pendant 3 ans, vous saurez encore faire du vélo. Là, ça ne marche pas de la même façon. Au fait, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Alors, une autre chose importante, quand vous mettez en place un changement en tant que manager, il faut faire attention à la façon dont vous allez parler. En fait, le cerveau, au niveau de la communication, il ne sait pas ce que c'est la négation. Si je vous dis, surtout ne pensez pas à un éléphant rose, vous êtes tous obligés de penser à un éléphant rose. Donc quand vous dites à quelqu'un, il n'y a pas de souci, t'en fais pas, il n'y a pas de problème, n'hésite pas, t'inquiète pas, etc., bah, sachez que 99% de son cerveau entend qu'il y a des soucis, qu'il faut s'inquiéter, que c'est grave, etc., qu'il y a des problèmes. Donc, imaginez que si la personne qui vient vous voir, elle est déjà dans la partie du cerveau, donc le limbique, qui gère les émotions, et qui est déjà dans les émotions négatives, bah, le fait de parler comme ça va la mettre encore plus dans les émotions négatives. Et alors, selon les gens, il va y avoir des problématiques éventuellement derrière. Je vais vous donner un exemple. Je fais des formations, gérer les clients agressifs avec les neurosciences, et j'ai pas mal de caissières en magasin. Et il y en a un jour qui me dit moi, la dernière fois, il y a un monsieur, il m'a envoyé une côte de bœuf dans la tête. Je dis, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, le monsieur est passé avec ses articles. Il commence à biper les articles. Et puis, par exemple, il y a un article qui passe à 10 €. Et le monsieur lui dit, non, c'était à 5 € en rayon. Et là, la caissière, elle commence à lui dire, ah, mais vous savez, oh, mon pauvre monsieur, en ce moment, c'est les vacances, alors il nous manque des gens, alors il y a des stagiaires, alors les stagiaires, ils ont du mal avec la bipeuse, et puis la bipeuse, elle marche pas très bien. Ah, vous savez, on a plein de problèmes, on a des soucis en ce moment, voilà, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Le monsieur, qui était sûrement déjà dans le limbique négatif, dans les émotions négatives, elle l'a mis de plus en plus dans les émotions négatives en lui redonnant d'autres soucis, d'autres problèmes. Et donc, sa réaction, quand il est très énervé, sa réaction, c'est qu'il a pris le premier truc qu'il avait sous la main et il lui a lancé à la tête pour qu'elle arrête de parler. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'échelle de comportement. Ça, c'est un outil qui est très intéressant. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle est restée dans le rouge, en bas. Donc, concentrée, problème. Donc, tout ce qui est limbique négatif. Donc, l'idée, c'est de remonter vers le limbique positif, donc les émotions positives. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle s'est justifiée et elle a accusé. Alors, le stagiaire, la machine, etc. Donc là, vraiment, d'un point de vue neuronal, cette échelle, elle est très importante. Ça veut dire que vous devez toujours, quand vous avez quelqu'un, alors évidemment, quand quelqu'un, vous voyez que quelqu'un est pas bien, quelqu'un, voilà, enfin pas tout le temps quand même, vous avez le droit de parler des problèmes, de vous justifier. Mais l'idée, c'est cette dame, si elle avait dit oh, « je suis désolée monsieur », donc hop, elle monte un tout petit peu, elle assume, même si c'est pas elle qui a fait qui a créé la problématique. « Je suis désolée monsieur, je vous le passe à 5 €. » Elle assume et elle trouve une solution. Ou « je suis désolée monsieur, moi je ne peux pas vous le passer à 5 €, mais j'appelle l'hôtesse de caisse principale, elle va vous le passer à 5 € et je continue à passer vos articles. » Et là, le monsieur, alors il n'aurait peut-être pas dit au revoir merci, parce que bon, voilà, il est arrivé quand même déjà un peu énervé, mais au moins, voilà, ça n'aurait pas été problématique, voilà, elle ne serait pas pris une côte de bœuf dans la tête. Et donc là, l'idée de cette échelle, c'est vraiment vous dire, alors on peut se justifier, elle peut dire, je suis désolée monsieur, je vous passe à 5 €, et en continuant à passer les articles, dire, oui, en ce moment, on a des stagiaires, ils ont vraiment beaucoup de difficultés avec la machine. Là, ça passe. Mais dans ce sens-là, pas dans l'autre. Donc moi, cette échelle, par exemple, quand je fais des coachings collectifs, je l'imprime et je la mets dans la salle où je vais avoir mes coachings et je commence à l'expliquer en disant que quand on va chercher des solutions à notre problème, je veux que les gens ils soient tous dans le vert tout le temps. Alors évidemment, si c'est un problème technique, vous parlez du problème technique. Là, on est bien d'accord que c'est un problème comportemental, humain, dans les émotions. C'est pas, je vous demande plus de plus parler, de plus faire, par exemple, dans l'automobile, de 8D. Si
Si j'ai pas de questions, je continue. Hein. Non, hop. Ah, il y a un deuxième bouton, parfait. De la même façon, comme le cerveau ne perçoit pas la négation, tout ce qui est, en fait, on a tous des points faibles et des points forts. Hein, et l'idée, c'est de pas, alors pas ne pas du tout en parler, mais de vraiment pas du tout se focaliser sur vos points faibles. Parce que si je vous dis, allez, demain, on fait une séance de coaching, on va énumérer tous vos défauts et on va voir ce qu'on peut faire, eh ben, je vous mets directement un limbique négatif et vous n'avez pas envie de travailler avec moi, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on a des points forts, et comment avec nos points forts, on va arriver à faire des choses où on voudrait bien que notre point faible, là, il soit plus un point faible. Mais heureusement, enfin moi je vois des managers différents tous les jours, j'en vois des très bons et ils ne sont pas tous pareils. Hein. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler vos points forts, parce que là, ça va vous mettre directement en limbique positif et ça sera super facile de changer. Ça sera vachement facile de l'utiliser, vos points forts, pour autre chose. C'est juste que vous n'en avez pas l'habitude, donc il faut quand même un peu utiliser le cortex pour voir comment faire, etc. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important de travailler vos points forts. Alors, de la même façon, quand on conduit un changement dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? En général, il vient de là-haut, on nous dit, bon, bah, voilà, maintenant, il faut faire ça, ok. Donc nous, déjà, on en est, enfin, en tant que manager, on en est pas toujours persuadé. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va aller voir ceux qui sont les plus réfractaires, parce qu'en général, il n'y en a quand même pas énormément. Et vous vous dites, si eux, j'arrive à les mettre dans ma poche, mon projet, il va fonctionner. Sauf que de la même façon, le fait de vous dire, je vais aller voir les plus réfractaires, vous vous mettez en limbique négatif. Et donc, quand vous êtes dans la partie limbique négatif, vous n'avez plus accès à votre cortex. Hein, et votre cortex, c'est votre cerveau qui réfléchit. Et c'est votre cerveau où il y a la mémoire. Donc, si vous allez voir des gens qui d'office disent « ouais, ton truc, c'est nul, etc. » Enfin bon, ça vous met dans le limbique négatif. Donc, en plus, vous n'avez plus accès à votre mémoire, donc vous n'avez plus accès à votre argumentaire. Donc, c'est normal. Enfin, je pense que ça arrive à tout le monde ici. Vous allez à une réunion super stressante. On vous pose plein de questions, on vous dit plein de choses, et puis vous ressortez de là en disant oh, « mais pourquoi j'ai pas dit ça quand il m'a dit ça ?» C'est normal. Vous étiez en limbique négatif, donc plus accès à votre mémoire. Donc voilà, après, du coup, ça ne fonctionne pas bien. Donc là, alors on a toujours en entreprise à peu près ces pourcentages là, avec des gens moteurs, des indécis et des réfractaires. Et donc, les neurosciences nous apprennent qu'il faut aller voir plutôt ceux qui sont pour, donc les moteurs. Parce que si je vous dis, vous allez voir des gens qui sont d'office d'accord pour mettre en place votre projet, c'est plutôt sympa. Et ces gens-là, ils vont vous dire tiens, moi je pourrais t'aider comme ça, tiens, est-ce que tu as pensé à faire ça, etc. Donc après, votre changement, on va dire qu'il sera mieux ficelé. Normalement, si votre changement il est bien, du coup, les réfractaires, ils viennent avec vous. Et quand il y a déjà plein de gens qui sont dans le changement, en général, au niveau des réfractaires, il y a quoi? C'est les indécis qui viennent avec vous. Et au niveau des réfractaires, en général, il y a 10% qui viennent en se disant ouais, alors maintenant, on n'est quand même pas trop nombreux, on va quand même y aller, on va mettre en place le changement. Et en général, moi, je vois dans mes projets de changement d'entreprise, quels qu'ils soient, il reste entre 3 et 5% des gens qui, effectivement, sont vraiment, vraiment contre tous les changements. Et là, on les gère comme on peut, ou on ne les gère pas du tout. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais ouais. Donc, si vous avez un changement à mettre en place, que ce soit au niveau de votre équipe, ou on vous demande au niveau de l'entreprise de les mettre, en général dans toute l'entreprise, pensez vraiment à aller voir d'abord les personnes qui sont vraiment là, déjà prêts à vous aider, qui auront obligatoirement des idées autres que les vôtres, donc ça va vous faire avancer dans votre projet. Enfin, voilà, pour moi, le management collaboratif, il est vraiment intéressant de faire participer. Tout le monde a des bonnes idées, quoi. Puis au pire, de toute façon, vous êtes en tant que manager, vous dites ça, ok, ça peut-être, ça non. Enfin bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout appliquer. Alors, d'une façon générale, ça c'est la citation que vous connaissez peut-être de Saint-Exupéry, mais l'idée c'est vraiment de se dire que d'un point de vue neuronal, il faut mieux responsabiliser ses salariés et vraiment avoir plutôt un rôle de capitaine, de leur dire là où il faut aller
et de les laisser vraiment se débrouiller, entre guillemets. Enfin, après, vous posez des questions. Après, évidemment, il faut vraiment être là pour pouvoir les aider, les former s'ils ont besoin, les faire coacher s'ils ont besoin, etc. Mais l'idée, d'un point de vue neuronal, plus vous laisserez... dans cette période surtout d'incertitude où déjà on est déjà pas mal stressé, hein, donc on n'a déjà pas toujours accès à son cortex, hein, parce qu'on est plutôt dans le reptilien et dans le stress. Hein, l'idée, c'est de se dire, en tant que manager, il faut mieux donner de l'autonomie, donner de la confiance, le droit à l'erreur aussi, hein, pour faire avancer tout le monde. Bon, je n'ai pas de questions, je continue. Et je pourrais aussi avoir les questions à la fin, hein, si vous voulez. Hein. Donc là, l'idée, c'est aussi de prendre du recul, parce que justement, avec toutes les situations qu'on vit en ce moment, hein, c'est d'autant plus important de ne pas rester focalisé et de ne pas ruminer. Alors, oups, là, je voulais vous parler des croyances. Alors, on a un système neuronal. Je vous ai donc expliqué que 99% de ce qu'on fait, c'est par voie automatique. Donc vous vous doutez bien que si c'est un automatisme, il faut que votre cerveau, il voit ce qui vous arrive de façon noire ou blanc. Parce que si c'est gris, on ne sait pas trop, il faut utiliser le cortex, donc beaucoup de dépenses d'énergie, donc le cerveau, il n'aime pas. Donc le cerveau, il aime bien ce qui est noir et ce qui est gris. Et ce qui est blanc, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi les croyances. C'est-à-dire que vous avez des croyances sur vous, sur les autres, sur la vie en général. Alors ça peut être des croyances sur vous. Alors il y en a des positives, surtout celles-là, vous les gardez. Mais ça peut être je suis pas bon en maths, je suis pas manuel. Sur les autres, ça peut être les femmes ne savent pas conduire. En général, ça peut être c'est la crise. Je sais pas quoi. Enfin voilà, on en a plein des croyances. Mais c'est une bonne chose parce que ça nous permet de voir la vie en blanc ou en noir. Alors le souci, c'est quand c'est des croyances qui vous empêchent d'avancer. Mais le cerveau, il est fait pour qu'on ait des croyances. Et il y a même un système. En fait, quand vous donnez raison à une croyance, vous allez sécréter de l'hormone du plaisir, ce qui va faire que votre croyance, vous allez encore plus l'engranger dans votre cerveau automatique. Par exemple, si moi je pense que je ne suis pas manuel et qu'il y a un jour, pour X ou Y raison, alors que je n'ai jamais fait ça, il faut que je fasse quelque chose de manuel, ben évidemment, je ne vais pas y arriver parce que je ne l'ai jamais fait. Et donc, le fait de me dire « Ah, je le savais, je n'ai pas réussi », eh bien, vous sécrétez de l'hormone du plaisir pour vous dire que votre croyance, elle était vraie. Voilà, c'est comme ça qu'on est fait, mais quand on comprend comment fonctionne le cerveau, c'est plutôt une bonne chose. Après, le souci, c'est quand vous voulez changer votre croyance, là, il faut passer par le cortex, donc beaucoup de dépenses d'énergie. Et vous avez aussi le triangle, hein, qui est important à comprendre, pensée, émotion, comportement. C'est-à-dire que vous avez une pensée, de cette pensée naît une émotion, et de l'émotion naît un comportement. Et vous vous doutez bien que si vous avez une pensée négative sur ce qui vous arrive, l'émotion sera négative et donc le comportement sera négatif. Alors, comportement négatif, ça peut être de la fuite, être agressif, etc. Alors que si tout est positif, si vous avez une pensée positive sur ce qui vous arrive, vous aurez une émotion positive et un comportement positif. Donc, les comportements positifs viennent d'une pensée positive sur ce qui vous arrive. Et vous voyez bien que dans ce triangle, il n'y a jamais marqué les autres. Hein, donc l'idée aussi des neurosciences, c'est que nos comportements nous appartiennent. Ils viennent de ce qu'on vit. Ça, c'est sûr que si c'est tous les jours on est toujours dans des situations négatives, ça va devenir compliqué. Mais d'un point de vue général, hein, les neurosciences nous disent que notre comportement, il nous appartient. Il y a jamais les autres. Donc c'est à nous de nous dire, voilà, il m'arrive ça, je choisis de répondre comme ça. Donc ça, c'est important. C'est une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que si vous voulez changer, vous pouvez le faire dès demain. Il ne faut pas attendre qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, que votre boss il vous dise quelque chose, que votre femme vous dise autre chose, je ne sais pas. Il n'y a que vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Et Épithète disait, ce ne sont pas les choses qui perturbent les êtres humains, mais l'opinion qu'ils en ont. Hein. C'est vraiment ça. C'est vos croyances sur la situation qui créent la problématique. Hein. Ce n'est pas la situation en elle-même. Alors, de la même façon, stress, alors on reviendra sur le stress juste à la fin, que je regarde un peu l'heure. C'est bon. Stress égale stresseur fois stressabilité. C'est-à-dire, le stresseur, c'est
il y a une grève des trains, je vais être en retard à ma conférence, voilà, enfin des choses comme ça. Et la stressabilité, c'est que vous, hein, c'est comment vous allez réagir par rapport à ça. Donc le stresseur, essayez qu'il soit à zéro pour que le stress soit à zéro. Bon, les grèves, le Covid, tout ça, alors on peut y faire des petites choses, mais pas grand-chose quand même. Hein, je ne travaille pas à la SNCF, tout ça, enfin bon. Donc il n'y a que la stressabilité, si vous la mettez à zéro, que votre stress sera à zéro. Hein. Donc ça ne sert à rien d'essayer de mettre de l'énergie sur le stresseur. Comme tout à l'heure, si vous voulez changer, ça ne sert à rien d'essayer de changer les autres ou de changer je ne sais pas quoi. Ça doit partir de vous. Là, c'est vraiment la même chose. Alors, je voulais vous expliquer ça parce qu'en tant que manager, c'est important. Alors évidemment, ça ne marche pas que pour les managers. Hein. Vous avez bien compris depuis tout à l'heure, les neurosciences, c'est pour tout le monde. Hein. Hommes, femmes, enfants. Bon, voilà, si vous avez des questions d'ailleurs sur les enfants ou les ados, je pourrais peut-être vous répondre selon la question. Bon, là, ce n'était pas le sujet. Vous avez des neurones miroirs, enfin nous avons des neurones miroirs, alors qui sont dans le cortex. En fait, ce sont les neurones qui nous permettent de nous mettre à la place des autres. Donc c'est les neurones qu'on appelle de l'empathie, parce que c'est grâce à ces neurones-là qu'on arrive à voir si l'autre en face est content, pas content, etc. Et là, par rapport à notre sujet, ce sont les neurones miroirs qui font que le stress est contagieux. C'est-à-dire que si vous êtes stressé, de par les neurones miroirs, vous allez donner, entre guillemets, votre stress aux gens qui sont autour de vous. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte qu'en tant que manager, quand vous êtes stressé, vous allez stresser tout le monde. Alors, ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez une capacité à gérer votre stress, vous allez pouvoir aussi diminuer le stress des autres en restant zen par rapport à une situation compliquée. Donc là, il y a vraiment... les neurones miroirs vous expliquent, en tant que manager, pourquoi l'exemplarité, c'est super important. Parce que si on dit pas ce qu'on... si on ne fait pas ce qu'on dit, les neurones miroirs, eux, ils vont faire que ça ne va pas marcher. Alors, se mettre en action. Là, je voulais vous donner 2 petites clés pour se mettre en action. Dans l'entreprise en général, en transition ou non. Hein. C'est ce qu'on appelle la méthode Kaizen. En fait, dans votre amygdale, vous avez des amygdales, alors pas les amygdales quand vous avez mal à la gorge, hein. L'amygdale limbique, donc qui se trouve dans votre cerveau limbique, donc qui gère les émotions. Et cette amygdale, en fait, elle est là. Alors, c'est le centre de gestion de la peur. Et elle est là donc pour vous empêcher de faire des choses qui vous mettraient en danger. Alors évidemment, elle se met en route s'il y a un tigre qui vous passe à côté, bon ça c'est sûr, mais elle va se mettre en route aussi si vous êtes stressé parce que vous allez à une réunion ou si vous vous mettez des objectifs infranchissables. Donc en général, l'amygdale limbique, elle se met en route le 31 décembre, quand on dit « allez, demain, je me mets au sport, je me mets au régime, j'arrête de fumer, etc. » Donc elle se met en route, ce qui fait que, par exemple, vous allez peut-être réussir à vous inscrire à la salle de sport, mais vous n'allez jamais y aller. Donc l'idée, pour leurrer l'amygdale limbique, c'est utiliser la méthode Kaizen. Et la méthode Kaizen, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. D'ailleurs, c'est une méthode qui vient de l'automobile et du Japon. C'est une méthode qui, en fait, votre objectif infranchissable, c'est une montagne pour votre amygdale. Et donc, si elle voit une montagne, l'amygdale, elle se met en route et donc ça vous sécrète plein d'hormones très désagréables. Donc, l'idée, c'est de saucissonner votre montagne, votre objectif, en plein de petits pas. Et quand vous mettez en place le pas numéro 1, le pas numéro 2, etc., l'amygdale, elle regarde, ouais, non, mais là, ça va, on va réussir à le faire. Par exemple, si vous vous mettez au sport et si c'est je vais marcher 5 minutes par jour, l'amygdale va vous laisser marcher 5 minutes par jour. Donc l'idée, c'est que quand vous avez un objectif en tant que manager et quand vous le donnez aussi à vos équipes, alors je ne vous dis pas de plus donner des objectifs qui sont compliqués, hein, mais on les saucissonne, au moins les 3 premières petites marches. Donc si vous avez tendance, par exemple, à procrastiner, c'est que vous avez sûrement tendance à mettre sur des to-do list, tiens, faire le dossier un tel, et vous savez que ça va vous prendre 4 heures, vous ne savez pas trop par où commencer. Donc tout de suite, vous mettez, alors quand même faire le dossier, hein, parce qu'il faut quand même faire le dossier, mais vous mettez tout de suite les 3 premiers petits pas pour y arriver. Et le premier petit pas, c'est peut-être téléphoner à quelqu'un, regarder sur Internet, je ne sais pas quoi, bon, des choses où là, l'amygdale ne se mettra pas en route, donc vous allez y arriver. Ah non, la méthode Kaizen, elle est bonne pour tout. Moi, quand j'ai un coaching individuel, la personne arrive avec un sujet en me disant ah, « ça fait 10 ans que j'essaie de faire ça, j'y arrive pas ». Ok.
Donc, vous voulez aller où? Vous voulez aller là. Et qu'est-ce qu'on fait? On saucissonne son projet en 50 étapes, peut-être. Et moi, je vais mettre en place avec elle les 10, 15, 20 étapes selon la personne. Et après, la personne, elle se rend compte qu'elle a fait les 20 premières étapes. Donc après, les 30 autres, elles vont toutes seules, quoi. C'est comme ça qu'on fait pour tout, que ce soit individuel ou professionnel. Un Confucius, il disait, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on avance et on a le droit à l'erreur. D'un point de vue neuronal, on apprend beaucoup plus par ses erreurs que par ce qu'on arrive à faire du premier coup. D'un point de vue neuronal, l'erreur est bonne. Ça, je le redis aussi aux managers, parce qu'en général, on a du mal avec ça. Il faut savoir aussi que Coca, la première année, n'a vendu que 25 bouteilles. Bon, là, je ne sais pas, ça doit sûrement être 25 milliards par an. Bon, donc, l'idée, c'est de toujours continuer. Alors, il faut savoir, d'un point de vue neuronal, au niveau de la dépense d'énergie, quand vous décidez de casser quelque part un sillon neuronal, donc un comportement que vous avez, 80% de l'énergie est au début. Moi, je le vois vraiment dans les coachings. Les 2 premières séances sont très difficiles parce que les gens ont décidé de changer, mais c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. Et petit à petit, comme on se rend compte qu'on fait du Kaizen, que ça avance, ils font tout seuls après et ça va très vite. Donc c'est vraiment le premier pas qui est difficile. Voilà, je voulais terminer par ça. Donc tout ce qui est intelligence émotionnelle. Alors, je voulais vous dire, donc, je vous dirais que je ne vous ai pas dit, mais on a à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau, et on en a aussi dans le ventre et dans le cœur. Donc, la gestion émotionnelle, on en parle beaucoup, de l'intelligence émotionnelle au niveau du manager. C'est bon, évidemment, pour tout le monde, mais l'idée, là, c'est de se dire que alors vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous dis depuis le début pour gérer ses émotions, et on va revenir un peu plus sur la gestion du stress. Mais dites-vous que ce que vous mangez influe aussi sur vos émotions. Alors ça, c'est important. Alors, si vous avez des questions là-dessus, parce que bon, c'est pas le sujet, on en reparlera, mais c'est vraiment important l'alimentation d'un point de vue neuronal. Et les neurones dans le cœur, je vais vous en parler juste après. Alors, les neurones dans le cœur, combien de temps il me reste? Ouais, je vais vous faire un tout petit focus sur le stress pour vous expliquer comment ça fonctionne. On parle souvent de bon et de mauvais stress. Là, c'est une méthode en fait pour gérer votre stress que je vais vous présenter parce qu'on a des neurones dans le cœur. On dit qu'il y a du bon et du mauvais stress. En fait, ce n'est pas vraiment vrai. Le cerveau reptilien, donc, qui gère le stress, que je vous expliquais tout à l'heure, qui est au centre de votre cerveau, il n'a pas tellement changé depuis qu'on est homme de Cro-Magnon. Donc avant, quand il y avait un tigre qui vous passait à côté, il fallait se mettre en mode stress, parce que quand vous êtes en mode stress, vous avez tout le sang en fait qui afflue dans les bras et dans les jambes pour pouvoir courir, pour pouvoir vous échapper, pour pouvoir éventuellement combattre. Bon, un lion, ça va être difficile, mais en fait, quand vous êtes stressé, vous savez faire fuite, lutte et inhibition, c'est-à-dire courir, vous battre ou le côté... je fais le mort en espérant que le lion ne vienne pas me manger. Donc ça, c'est le stress. Mais vous avez un autre stress qu'on appelle le stress psychosomatique et qui est un stress lié au fait que, par exemple, vous allez à une réunion qui est stressante. Logiquement, vous allez quand même survivre. Mais votre organisme, lui, il pense qu'il y a un problème de survie, donc il va mettre en place tous les mêmes effets, tout le même système hormonal que si vous étiez... à côté d'un tigre. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a du bon et du mauvais stress, mais en fait, il est toujours bon le stress, parce que c'est juste que votre organisme, il ne sait pas faire la différence. Mais s'il vous stresse, c'est un message qui vous dit, non, mais il faut faire autre chose. Il faut, une réunion qui vous stresse comme ça, il faut faire quelque chose. Soit il faut mieux la préparer, soit il faut peut-être parler à quelqu'un qui vous stresse trop dans la réunion, je ne sais pas, avant, etc. Vous vous souvenez du côté stressabilité, il faut vraiment diminuer ça. Donc le stress... alors quand il est utilisé, par exemple pour combattre, il est très très bien parce que vous sécrétez du cortisol qui vous permet d'être beaucoup plus puissant, on va dire. Mais quand vous allez à une réunion, le problème c'est que vous allez avoir du cortisol qui vous sert à rien du tout. Et le problème du cortisol, c'est que ça vous grignote l'ADN, les neurones, ça vous fait des ulcères, des cancers à moyen terme et tout ce qui est maladie psychosomatique. Donc si vous avez de l'eczéma, mal au dos...
mal à la tête, des migraines ophtalmiques, etc. Tout ça, c'est le stress. Donc vous avez plusieurs façons par rapport à cette hormone donc, du stress, le cortisol, de l'enlever de votre corps. Donc la première, c'est faire du sport. Parce qu'à la base, c'était fait pour courir, le cortisol. C'est que vous puissiez courir, parce que le lion, il vous court derrière. Donc, c'est faire du sport. C'est rire aussi. On enlève le cortisol quand on rit. C'est pleurer. Le cortisol se retrouve dans les larmes. Et vous avez une méthode qui est, si vous êtes en réunion, courir autour de la table, pleurer ou rire, parfois, c'est un petit peu difficile. Donc là, vous avez une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle la cohérence cardiaque. Je vous ai mis en bibliographie des exemples de documents, de livres qui en parlent, si ça vous intéresse. Et donc la cohérence cardiaque, en fait, c'est juste une façon particulière de respirer, qui est assez lente, c'est 6 respirations par minute. Donc ça vous stimule les défenses immunitaires, ça vous enlève le cortisol du sang. Bon, en plus, alors évidemment, tout ce qui est meilleure gestion du trach, quand vous respirez avec la cohérence cardiaque, donc il faut respirer au moins 5 minutes à 6 respirations par minute. Vous avez sur téléphone ou alors Android, iPhone, vous avez des applications, je vous les donne juste après. Vous avez une petite bulle qui monte et qui descend pour 6 respirations par minute, donc c'est assez lent. Et donc soit ça vous sert à enlever le cortisol parce que vous venez juste d'être stressé, soit par exemple avant une prise de parole en public, vous en faites 10 minutes et au lieu d'arriver en limbique négatif et de vous dire qu'est-ce que je devais dire déjà parce que vous n'avez plus accès à votre... vous vous souvenez, vous n'avez plus accès à votre argumentaire, à votre mémoire. Donc, au lieu de ça, si vous faites 10 minutes de cohérence cardiaque, ça vous remonte dans le cortex. Et donc là, évidemment, si vous avez préparé et tout ça, parce que si vous n'avez rien préparé, ça ne va pas trop vous arranger, mais ça vous remonte dans le cortex, donc vous vous souvenez de ce que vous allez dire, etc. Donc c'est pour ça que meilleure gestion du trach. Et en plus, la cerise sur le gâteau, si vous avez des difficultés, par exemple, à vous endormir parce que vous réfléchissez à plein de choses, quand vous faites de la cohérence cardiaque, pareil, ça vous remet... c'est un peu comme la méditation, et ça vous permet d'arrêter le petit singe là dans la tête et de vous endormir si, évidemment, vous êtes fatigué. Donc, 6 respirations par minute. Alors, l'idéal, c'est 3 fois par jour, 5 minutes, 21 jours, pour que ça devienne un automatisme. Méthode Kaizen, si déjà 6 respirations par minute, c'est trop lent pour vous, vous commencez par 8, puis 7, puis 6. Sur toutes les applications, on peut faire différentes respirations. Et la seule chose que je vous demande pour la cohérence cardiaque, c'est de respirer avec le ventre. Pas respirer ici, parce que ça c'est la respiration du stress, juste on respire avec le ventre. Donc si déjà vous avez du mal à respirer par le ventre, on met déjà la main sur le ventre et on respire avec le ventre. Moi j'ai plusieurs entreprises qui ont mis ça en place avec un logiciel sur un PC qui est assez rigolo avec des animaux. Si vous vous mettez en cohérence cardiaque, vous avez les animaux qui s'approchent de vous et quand vous n'êtes plus en cohérence cardiaque, ils s'enfuient. Il y a vraiment des choses qui se font en entreprise, parce que ça c'est bon pour le manager, mais évidemment pour les salariés. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer un petit récapitulatif. Ça avance pas très vite. Vraiment au niveau de la neurogénèse, si vous voulez être un bon manager, il faut faire tout ça. Donc, être optimiste, centré solution, vous vous souvenez de l'échelle de comportement, une bonne gestion du stress, et se rendre compte de l'impact qu'on a sur ses salariés, donc exemplarité. Un bon équilibre alimentaire, je reviendrai dessus si vous voulez dans les questions. Une activité physique régulière parce que ça vous enlève le cortisol du sang. Et la curiosité, parce que de la même façon, si vous voulez avoir un cerveau qui vieillisse bien, il faut absolument de la nouveauté, pas tous les jours, mais très très souvent, et être créatif. Voilà, pour ceux qui veulent, je vous ai mis 2 slides de bibliographie, un plus sur les neurosciences et un autre en général sur le développement personnel et professionnel. Hop, je remonte. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais plus trop jusqu'à quelle heure j'ai. 15 heures, je crois. Alors, on peut vous passer le micro si vous voulez.
Alors je sais que les neurosciences, c'est beaucoup de choses à assimiler. 5 minutes, on me dit. Bon. C'est beaucoup de choses à assimiler, les neurosciences. Donc c'est pour ça, voilà, si vous voulez avoir les slides pour les relire tranquillement, parce qu'il y a plusieurs pistes. Hein. L'idée, vraiment, pensez Kaizen. Déjà, si vous faites quelque chose demain matin qui est juste télécharger, par exemple, Respirelax sur l'iPhone, pour avoir la petite bulle qui monte et qui descend, réfléchir à l'échelle de comportement, tiens, est-ce que je pourrais la mettre dans ma salle, en parler à mes salariés pour la prochaine réunion que je vais faire. Voilà, c'est vraiment des petites choses. Hein, et d'un point de vue neuronal, de toute façon, il faut faire des petites choses, mais dans le bon sens, si possible, même si on a le droit de se tromper. Et on essaye, on fait et on regarde ce que ça donne. Non, c'était super limpide. Pas de questions? Non? Bon, bah, écoutez, merci.